Bonjour, c'est donc le premier grand oral, la première grande rencontre qui ouvre la nouvelle saison des rencontres Sciences Po Bordeaux Sud-Ouest. On a vraiment la chance et la joie d'accueillir Françoise Rudetsky, interrogée donc par les étudiants de Sciences Po qui ont très bien préparé cette rencontre de façon à la fois passionnée et professionnelle. Et donc je vous laisse la parole, Julien Rousset qui sera le maître du temps ce soir. C'est ma principale mission ce soir. Rôle difficile. On a 1h30, 3 parties de 30 minutes et après 15 minutes d'échange. Merci Mazarine. Je t'en prie. Et moi, merci à vous tous d'être là. Comme Mazarine vous l'a dit, je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest et je suis très heureux d'animer cette rencontre avec Françoise Rudetsky. Alors pour 3 raisons. La première raison, c'est que vous avez un parcours très impressionnant. On va revenir sur votre trajectoire dans le détail, mais vous faites partie des gens qui ont réussi à agir véritablement sur le réel. Ça, c'est pas rien. Le deuxième point, c'est qu'on est ici dans une école de sciences politiques et vous avez réussi aussi à faire entendre votre voix dans le jeu politique qui est si compliqué, à bousculer l'agenda politique. Vous nous direz peut-être, sans doute d'ailleurs, comment vous avez fait. Et d'ailleurs, on a eu un échange avant la rencontre où vous me disiez, j'ai pas du tout été surpris, que vous auriez aimé faire de la politique. On en reparlera peut-être si on a 1 minute. Et le troisième point, c'est que ce que vous avez appris en 30 ans nous est utile aujourd'hui pour comprendre la société. Et aujourd'hui puisque à l'heure où on vous reçoit, on est dans la, je crois, 4e semaine peut-être du procès 3e semaine du procès des attentats du 13 novembre. Et on est dans la phase... On a commencé le 8 septembre. D'accord, donc ça fait un peu plus que ça. Mais on est dans la phase, en tout cas, où les victimes s'expriment au tribunal. Depuis 15 jours à peu près. Hein. Presque 3 semaines. Évidemment, votre éclairage il va nous être très utile aussi sur cette actualité. Je rappelle en 30 secondes vos quelques éléments biographiques. Donc, 1983, vous avez une trentaine d'années, vous êtes juriste de formation, vous dirigez une entreprise de prêt-à-porter, vous allez dîner au Grand Véfour pour célébrer vos 10 ans de mariage, et une bombe explose. Vous réussissez à survivre, handicapé, et en 85, pour des raisons que vous nous expliquerez, vous prenez la décision de créer une association de victimes, ce qui n'existait pas en France. C'est SOS Attentat qui naît en 86, qui sera dissoute en 2008, je crois, là aussi pour des raisons sur lesquelles on reviendra. Et en 20 ou 30 ans, vous avez vraiment réussi à obtenir des avancées très concrètes. Donc création d'un fonds de garantie pour indemniser les victimes, création d'un statut de victime civile de guerre pour les victimes en cas de terrorisme, création d'un centre national de résilience et de ressources et de résilience en 2018, et un mémorial aussi, plus symbolique, mais pour saluer la mémoire des victimes. Alors, juste avant qu'on passe aux questions, j'ai noté 2 phrases. Vous avez publié en 2004 une autobiographie qui s'appelle Triple peine. Elle est épuisée, mais si... Non, en livre de poche, mais en édition originale. Ah oui. Non, il n'y avait pas de numérique à l'époque. D'accord. Oui, alors il faut prendre le micro, en effet. Ouais. Mais en tout cas, en numérique, elle est tout à fait disponible. Et j'ai relevé 2 phrases qui... alors, ce sont que 2 phrases, hein, mais qui peut-être résument bien votre démarche. Il y a une phrase dans laquelle vous écrivez « On peut déménager, changer d'emploi, refaire sa vie, mais on ne peut fuir le souvenir de l'attentat et tout ce qu'il a tué en vous. » Donc ça, c'est vraiment l'idée que l'attentat, il laisse des traces invisibles. Et ça a été une grande part de votre combat pour la reconnaissance des victimes. Et le deuxième point, c'est, vous écrivez « Je veux inspirer non pas de la pitié, mais de la solidarité ». Et c'est vrai, et ça, on s'en est parlé il y a quelques jours. L'engagement, pour vous, a été une réponse aussi. Voilà. Alors, on va parler en 3 parties. On parlera du statut des victimes, on parlera de l'articulation entre l'état de droit et l'état d'urgence, mais dans un premier temps, très classiquement, on va commencer à parler de votre parcours avec Benjamin et Baptiste qui nous rejoignent. Benjamin Bougot et Baptiste Salis. Oui, mais vous êtes pas étudiant, vous? Mais si, écoutez, je suis étudiant, ça ne se voit pas, mais j'ai un peu de retard dans ma scolarité. Donc, bonsoir à tous, rebonsoir Madame Rudetsky. Donc on va essayer de découvrir un peu qui vous êtes
avant de voir l'action qui a été menée. Si on le peut, ça va être compliqué en 30 minutes, mais pour commencer, on va revenir sur cet attentat du Grand Véfour et sur les aspects qui ont bouleversé votre vie à ce moment-là. Et le rapport que vous avez eu avec la société à l'issue de cet événement gravissime, et sur le fait que vous êtes peut-être senti en décalage ou en retrait par rapport au monde qui vous entourait après ces événements. D'abord, merci à Sciences Po Bordeaux de m'accueillir. Je suis très impressionnée de repasser un grand oral après mon parcours universitaire qui est loin. J'étais donc juriste à la fac de droit de Paris, où j'ai fait du droit pur et puis j'ai fait des sciences politiques avec un diplôme de droit européen, on en reparlera, et puis un DESS aussi donc de sciences politiques et la prise de décision en matière d'urbanisme. Et mon mari a eu un parcours un peu similaire, mais en économie. Et on s'est rencontrés à la fac, et voilà. Oui, on fêtait. Dans la famille, on aime beaucoup la gastronomie. Et on ne se faisait pas trop de cadeaux, mais de temps en temps, on allait manger. Il faut rapprocher le micro. Dans des bons restaurants. Et donc, voilà, mon mari réserve une table dans un restaurant qui, pour ceux qui connaissent Paris, est sous les arcades du Palais Royal. Donc, un lieu historique avec des décorations superbes. Enfin bon, un lieu à la fois magique et à la fois on y mangeait très bien. Puis au dessert, une explosion se produit et j'ai les jambes écrasées par la porte du restaurant. Mon mari, bon, je m'effondre, je crie mes jambes. Bon, mon mari, qui est debout, se penche vers moi et puis je vois à son visage que c'est grave et il me dit « Est-ce que tu vas tenir le coup ?» Et je lui ai dit « Je te le promets ». Donc, de cette promesse a commencé d'abord mon premier combat pour survivre. Et j'ai passé 7 semaines en réanimation. Et puis, ça a été un parcours médical très, très complexe. On passe là-dessus. J'ai quand même subi une centaine d'opérations, de reconstruction. Et voilà, et j'étais toute tournée sur ma survie, ma vie. Et au bout d'un moment, bon, on a cru d'abord à une explosion de gaz, puisqu'on a senti une odeur venant des cuisines. Et puis, un jour, un policier arrive au chevet de l'hôpital où je me trouvais et pour m'interroger. Et la seule chose qu'il me demande, c'est « Avez-vous fait de la politique ou faites-vous de la politique ?» Alors dans ma tête, quand même, je me dis, si j'étais censée faire de la politique, les RG, renseignements généraux qui existaient à l'époque, devraient le savoir. Donc je le rembarre un peu en trouvant sa question un peu déplacée. Et là, je comprends, parce que personne n'osait me le dire, que ce n'était pas un problème d'explosion au gaz, mais une bombe qui était posée contre le restaurant, qui était un établissement de luxe. Donc, ce restaurant appartient au groupe Tétinger, les champagnes Tétinger. J'adore le champagne. Je ne bois plus de Tétinger, bien sûr, parce que les Tétinger ont reçu l'ordre de leurs avocats de ne pas m'envoyer un message de prompt rétablissement. Et je dis toujours aux victimes qui me remercient parfois de ce que j'ai fait pour elles, non, dites merci aux Tétinger, sans leur mépris, peut-être que je ne me serais jamais battue. Comme quoi les choses peuvent démarrer comme ça.
Et puis, comme avec mon mari, on connaissait énormément de professeurs de droit ou d'économie qui étaient rentrés au cabinet de Mitterrand lorsqu'en 80 il avait été élu. On s'est dit, on va écrire à nos anciens profs qui nous connaissaient assez bien, et en leur disant, voilà, on a été victime d'un attentat, le mot terrorisme n'existe pas dans le droit français, et donc on voudrait faire rentrer cette infraction dans le droit français. Et puis on voudrait des droits pour les victimes. Aucune réponse. Alors, on est un peu surpris, et puis quelqu'un dans la famille dit, la seule solution, c'est de créer une association de victimes et de vous battre. Donc on trouve le mot SOS attentat. Ça fait assez tilt à l'époque. Il y avait SOS racisme qui venait de se créer. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle vague d'attentats qui se produit. Il y avait eu en 80, il y avait eu des attentats. Le premier attentat que je considère comme un attentat contre une population civile, c'est l'attentat du drugstore Saint-Germain du 15 septembre 1974, commis par Carlos, pour lequel il a été condamné 40 ans après, parce que je suis très tenace. Et ensuite, dans les années 80, il y a eu à Paris une synagogue rue Copernic, il y a eu un restaurant dans le quartier du Marais à Paris, il y a eu des attentats nouveaux commis par Carlos dans un TGV, dans un restaurant aux Champs-Élysées, à la gare de Marseille et contre le Capitole, le train qui reliait Paris à Toulouse. Et donc je cherchais désespérément en me disant, mais qu'est-ce que sont devenues ces victimes? Et à la préfecture de police, on me disait, ah ben non, c'est pas une infraction séparée, ces victimes sont noyées dans les infractions pénales de droit commun. Donc à ce moment-là, créant l'association, je lance un appel pour que les victimes viennent nous rejoindre. Et puis, je suis invitée un jour de l'automne 85 à une émission de radio qui s'est animée par El Kabbach et où devait venir Badinter, qui était ministre de la Justice, que évidemment mon mari et moi on portait au nu parce qu'il était pour l'abolition, enfin il avait permis l'abolition de la peine de mort en France, mais j'avais appris qu'il était contre la création d'une association de victimes. Et il devait venir débattre, et une demi-heure avant l'émission, il appelle El Kabbach, il ne viendra pas. El Kabbach me propose d'avoir une demi-heure pour moi, et je lance un appel pour créer la première association de victimes du terrorisme. Et à ce moment-là, les victimes sont venues nous rejoindre. Et on est à l'automne 85. Et le 5 décembre 85, deux attentats se produisent à Paris. Un samedi, veille des fêtes de Noël, aux Galeries Lafayette et au Printemps. Donc, ayant lancé cet appel dans les médias, et on va parler du rôle des médias, je pense, j'avais tous les journalistes qui voulaient venir m'interviewer, puisque je mettais sur la place publique le problème des... Désolé de vous mettre la pression sur le... Mais c'est tellement intéressant que vraiment, ça serait dommage que les... Oui, pardon. Et donc commence ce combat au plan médiatique. Et vous qui faites de la science politique, en 86, on rentre en campagne électorale et il y avait le président Mitterrand et les législatives de 86 font basculer la majorité des socialistes et communistes à un gouvernement, enfin à une législature de droite représentée par le RPR.
Et donc, profitant de mon expérience un peu de sciences politiques, j'ai joué sur la cohabitation et j'ai été reçue par Mitterrand. Je voulais savoir ce que je voulais. Et puis, j'ai été reçue par Chirac. Petite anecdote, Chirac reste à ce jour le seul homme politique qui m'ait posé la question « Madame, qui étiez-vous avant ?» Tous les autres me voyaient comme l'empêcheuse de tourner en rond, mais pas sur mon passé. Et dans la loi que je voulais faire voter, donc elle était en préparation pour... L'urgence, c'était l'indemnisation des victimes. Ce n'est pas ce qui me tenait le plus à cœur, mais avec les victimes du passé, j'ai découvert des victimes dans un état de désespérance épouvantable, ne pouvant pas se payer des soins, etc. Donc je me suis dit, l'urgence, c'est non seulement de faire rentrer le terrorisme dans le droit, c'est de créer une solution d'indemnisation. Et là, à l'Assemblée nationale, un premier projet de loi était indemnisation par les assureurs. Du côté du Sénat, c'était indemnisation par l'État. Parce que l'État est censé assurer la sécurité des citoyens. C'est sa première obligation. Et les assureurs, eux, sont des compagnies privées, ils sont là pour faire de l'argent. Donc ça me choquait. Je vois Chirac, donc, et je lui dis, est-ce que l'État indemnisera vite et bien? Il me dit, non, madame. Donc là, c'était clair, net, carré. Donc là, une troisième voie a été trouvée, qui est cette création d'un fonds de solidarité qui s'est appelé pendant premier temps le Fonds de garantie des victimes du terrorisme, et qui donc est alimenté par une contribution de solidarité nationale qui est de 5,90 € aujourd'hui, mais qui était à l'époque en francs, et donc qui est géré par un conseil d'administration totalement indépendant. Le statut juridique du fonds de garantie est une sorte d'ovni. C'est un établissement qui est de droit privé, mais avec une présence de 4 ministères au sein du conseil d'administration. Alors, je ne sais pas s'il y aura des questions. Alors voilà, ce que je vous propose, c'est les victimes, on va en reparler tout à l'heure. Donc là, on va revenir sur votre parcours. Sur le parcours. Baptiste a une question à vous poser. Oui. Alors, c'est une question vous concernant. Comment, après cet événement, vous êtes reconstruite et comment vous avez réussi à mettre en place tout ce que vous pouviez comme résilience, et avec vos proches peut-être à l'hôpital, et même ensuite avec vos autres peines que vous avez vécues les autres années. Oui. Il fallait que je me reconstruise physiquement. C'était mon seul objectif. Des psys, il n'y en avait pas à l'époque dans les hôpitaux. Hein. Bon, alors oublions les psys. Et donc, j'avais que cet objectif-là. Et puis, par la suite, bien évidemment, je me suis reconstruite au plan psychique grâce à mon combat. J'étais tellement impliquée dans ce combat que je trouvais juste, en quelque sorte, que vraiment, il n'y avait pas de place, à part ma famille, que j'étais bien entourée. J'avais cette chance-là. J'avais mes parents qui avaient survécu à la Shoah, donc ça donnait une ambiance à la maison de solidité, de valeurs démocratiques, et donc il y avait cette ambiance-là qui me donnait des possibilités de ne pas me plaindre, de regarder devant et jamais le passé, puisque mes parents n'avaient jamais regardé le passé. Ils étaient tout tournés vers la France qui les avait accueillis, la France qui les avait intégrés, assimilés. Et donc, voilà, j'avais cette chance-là. J'étais juriste, donc j'avais des compétences, puisque, bon, je ne veux pas m'étendre, mais là... Tout d'abord, j'ai été très ému au début de votre intervention quand vous avez
reparler de vos souvenirs. On est capable de revivre des choses d'il y a 30, 40 ans, 50 ans, comme si on y était à l'instant. Et dans votre livre, vous avez parlé de 3 peines. Tout le monde ne sait pas exactement ce qu'il en est. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Et on se construit souvent sur des blessures, sur des échecs. Alors bien sûr, les réussites font aussi partie de notre vie, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a compté dans ces 3 peines et quelles sont-elles? Alors, la peine, c'est la première peine, c'est évidemment quand même l'attentat. On ne va pas rentrer dans un débat de juristes, peut-être on abordera cette question, mais c'est moins science politique. Mais vous savez, il y a un texte de loi qui dit que l'indemnisation des victimes, c'est une réparation intégrale, c'est-à-dire qu'on doit remettre une victime dans l'état où elle était avant l'événement. C'est complètement aberrant, ça n'a pas de sens. C'est du juridisme dépassé, tel que d'ailleurs, pourquoi j'avais quitté le droit, c'est que je pensais que le droit, on ne pouvait pas le faire évoluer. Puis j'ai à mon crédit 8 lois, alors j'ai changé d'avis, comme quoi si vous avez envie d'être juriste, vous ne désespérez pas, le droit est en pleine évolution, évoluera toujours, voilà. Et par contre, j'ai perdu. Alors, on était aux 3 peines. Donc, oui, la première peine, on l'a bien identifiée. La seconde peine, c'est la déportation d'une grande partie de ma famille. Mais mes parents ont survécu, mais ont perdu leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Ça a été un grand désastre dans la famille. Et voilà. Mais on n'en parlait jamais à la maison. Mes parents n'ont jamais raconté. Mon père est parti, ce qu'on appelait au service du travail obligatoire, au STO. Ma mère est passée en zone libre. Mais je connais des bribes, mais tellement peu de choses. Et pourquoi je ne les ai pas fait parler? Et mon frère aussi, il se dit, mais on a raté quelque chose. Mais il n'y avait pas moyen. Il ne voulait pas. On regarde toujours devant. Bon. Et mon frère m'a raconté, mon frère médecin, il a été beaucoup à mon chevet, que dans mes délires, quand j'étais pendant 7 semaines en réanimation, j'ai parlé de la Shoah, ce qui est invraisemblable puisque ce n'était pas un sujet chez nous. Et je disais, mais pourquoi ils nous ont fait ça et pourquoi... Et mon frère, c'est au moment où j'ai écrit mon livre en 2003 qu'il m'a raconté ça. Donc comme quoi la Shoah m'avait quand même façonné. Et beaucoup de psys en Israël parlent de ça, de cette transmission de la douleur et du stress post-traumatique à la génération suivante. Bon, mais je n'ai pas éprouvé, encore une fois, le besoin d'aller consulter des psys. Mon mari, ça a été donc différent. Et la troisième peine, il y en a presque 4, mais c'est que j'ai été massivement transfusée la nuit du 23 décembre. Et on était dans la pire année de la transmission du sida. Et j'ai eu la vie sauve grâce à ces transfusions. Sinon, je mourrais. Puis aujourd'hui, je suis là. Bon. Évidemment, j'ai été contaminée par le virus du sida et également par le virus de l'hépatite C qui, aujourd'hui, tue encore, alors que le sida est sous contrôle grâce aux trithérapies. Ce qui n'est pas le cas de l'hépatite C. C'est très compliqué. Donc ça, c'est une autre peine, en dehors de mes soins physiques, de rééducation, etc. Il y a tout ce volet-là. Mais encore une fois, j'en veux à personne, puisque 35 ans après, je suis là à vous parler. Alors, en tout cas, c'est courageux d'avoir rendu public votre séropositivité. Il a fallu un peu de temps
pour rendre public votre séropositivité. Ah ben attendez, moi dès que... Il se trouve que je n'écoutais pas la radio ni la télé, mais quand j'ai commencé à rentrer certains week-ends thérapeutiques, comme disent les médecins, chez moi, j'ai découvert qu'il y avait tout un débat sur la transmission du sida. Donc, dans le service où j'étais, j'ai dit, je veux un test. On dit, vous êtes complètement folle, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Je dis, je veux un test. Mais non, ça a duré des jours et des jours. Ils finissent par me faire le test et là, l'orthopédiste s'assoit sur mon lit alors qu'il restait toujours debout, il marchait de long à large. Il s'assoit, il me regarde, je dis, vous avez mes résultats? Il me dit, oui. Je dis, alors? Ben, vous êtes séropositive. Non. Et puis après, en 92, ça a été l'hépatite C qu'on a pu détecter. Bon, enfin, voilà, ça c'était une autre peine, la troisième peine, mais je dirais que bon, l'aspect judiciaire, dans un premier temps, a été une peine, puisque j'en parle dans mon livre, je mets à mon juge, il y a un chapitre dédié au juge qui s'est occupé de l'affaire du Grand Véfour. Voilà un peu. Aujourd'hui, c'est le passé. Je suis suivie au plan médical et puis je fais confiance à la médecine. On a parlé de la création de SOS Attentat. Baptiste a une question à vous poser sur l'épilogue. Alors justement, dans l'introduction, il a expliqué que votre association avait été dissoute en 2008, c'est ça? Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où votre association a disparu? Et pourquoi elle a été dissoute? Oui. Alors, donc l'association, en dehors des succès juridiques qu'on a obtenus, parce qu'on parlera peut-être après de la seconde loi sur le statut, qui a une symbolique pour moi très forte. Il y a, à l'association, on s'occupait de l'indemnisation, donc moi en tant que juriste, on s'occupait au plan social des victimes. J'avais 2 assistantes sociales bénévoles qui étaient venues nous rejoindre. J'avais eu enfin des locaux, je ne travaillais plus chez moi, situés aux Invalides, à l'Hôtel National des Invalides, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le Dôme Doré à Paris où il y a le tombeau de Napoléon. Bon. Et qui est une construction de Louis XIV. Si vous venez à Paris, je vous encourage à venir voir ce magnifique chef-d'œuvre au plan architectural. Et 2 assistantes sociales, et j'ai une amie psychiatre et psychanalyste qui m'a dit « Je te monte une cellule d'écoute pour les victimes ». Ça n'existait pas, tout ça. Et avec plusieurs psychologues. Et donc, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la prise en charge globale, pluridisciplinaire. Et donc, on a fonctionné avec des bouts de ficelle, comme on a pu. Et puis, je touchais quand même un petit peu de subventions pour payer le téléphone, Internet quand c'est arrivé. On éditait un journal qui s'appelait Parole de victime. J'avais obtenu des militaires qui me donnent l'occupation d'un terrain dans les Invalides, un petit jardin très calme pour construire un mémorial. Qui a été construit en 1998, qui s'appelle « Parole portée à la mémoire des victimes du terrorisme », qui représente, et on était vraiment précurseurs, une femme décapitée. Et elle tient dans sa main sa tête, et les paroles continuent à sortir de sa bouche. Et c'est une statue fontaine parce que l'eau est dans toutes les cultures source de vie.
Donc j'ai apporté ça, mais je vous le laisse. Toutes les coordonnées, non, mais je vous le laisse. Là, les coordonnées sont fausses. D'accord. Même à l'intérieur, les démarches du fonds de garantie ont un peu changé, mais il y avait toute notre philosophie dans cette brochure. Vous aviez des salariés? C'était une grosse structure ou... Non. C'était avec des bouts de ficelle. Et on avait un local gratuit, on avait... donc on touchait un peu de subventions. Et un jour de 2007, je suis convoquée à la présidence sous Sarkozy, d'abord reçue par Michel Alliot-Marie, qui a été ministre de la Défense puis ministre de la Justice. Et puis elle commence à m'expliquer qu'il faut que les associations se regroupent, qu'il y a 1000 associations sportives en France, que ceci, que cela. Je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Elle me dit, alors vous comprenez, on ne peut pas continuer à vous verser des subventions. Le dernier attentat, on est en 2007, remonte à 1996 contre la station de métro Port-Royal à Paris. Donc ça fait 11 ans qu'on n'a pas eu d'attentat, donc tout va bien. Je lui dis oui, nous on ne peut pas se regrouper, on est la seule association de victimes. Et je dis, on continue à s'occuper des victimes de 74 à maintenant. Il y a des victimes dont les dossiers sont encore en cours au fonds de garantie, on les accompagne. Il y a des victimes qui ont besoin de soins ou d'aide sociale. Et on est partie civile, on verra tout à l'heure, dans toutes les procédures judiciaires. Donc on a besoin, ne serait-ce que pour les procédures judiciaires que l'association finançait à travers les subventions, on a besoin d'aider les victimes. Sarko me reçoit et il me tient le même langage. Alors je lui dis, écoutez, c'est bien simple. Je ne vais pas mendier, j'ai toujours refusé. Je voulais un fonds d'indemnisation et que pour pas que les victimes aient à mendier. Vous ne voulez plus subvenir à l'association, c'est pas grave. Moi, je vais me retirer. Je propose qu'on dissolve l'association. Si quelqu'un veut reprendre, je resterai 1 an de plus et je formerai quelqu'un. Mais dans ces conditions-là, je ne vais pas vous supplier de me verser une subvention et je ne vais pas financer tout de ma poche. Bon, on se sépare. Je lui ai annoncé droit dans les yeux. J'ai écrit une belle lettre aux victimes, à tout le monde et au pouvoir public suite à cette discussion, que j'arrêtais l'association, que de toute façon, on allait connaître des attentats de masse et que ce n'était pas une association de victimes de gérer les victimes du passé, du présent et du futur, que c'était une tâche absolument insurmontable, mais que je restais toujours au fonds de garantie, au conseil d'administration, parce que je l'étais en tant que Françoise Rudetsky, ayant manifesté un intérêt pour les victimes, et que je me tenais à la disposition des victimes, comme ça, de chez moi, et puis j'arrêtais tout. Donc j'envoie cette lettre, je convoque une assemblée générale, on est à septembre 2007, et voilà, j'expose aux victimes, je dis si quelqu'un veut reprendre. Pensez, je travaillais jour et nuit, les victimes m'appelaient la nuit, n'importe quand, les week-ends, enfin, il n'y avait jamais un moment de répit, donc personne ne voulait reprendre. Il me disait, Françoise, mais mettez en sommeil et puis on verra. Mais mettre en sommeil, ça veut dire quoi? Il fallait relever quand même les appels, les emails. J'ai dit non, moi je ne fonctionne pas puisque l'État ne veut pas nous reconnaître. Tant pis. Et puis ça a été voté et pratiquement il y a 2-3 abstentions. Et j'ai été convoquée à l'Élysée, évidemment, en disant, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, j'ai fait ce que je vous ai dit, ce que je vous ai écrit, ce que j'ai dit dans les médias. Ah oui, mais on n'y croyait pas, c'est votre bébé. J'ai dit, non, un bébé, j'en ai un, et pas 2. J'ai des activités, mais ce n'est pas mon bébé. Alors là, tout le monde était catastrophé. Alors,
j'ai dit, écoutez, moi, j'agirais ailleurs, autrement, et je ferai autre chose. Alors, on va revenir dans la troisième partie sur la façon dont SOS Attentat a vraiment permis une meilleure reconnaissance des victimes. Et dans un deuxième temps, on voulait parler avec vous de comment aussi la loi a changé face à un terrorisme qui lui-même a changé de nature. Et alors, merci Baptiste et Benjamin, merci beaucoup pour cette première partie. Et merci on à vous. va accueillir Bastien et Salomé. J'espère que j'ai répondu, oui. C'était parfait, parfait. Sans langue de bois. Sans langue de bois. Et vous dites souvent dans votre livre, d'ailleurs, parce que vous expliquez qu'en 2008, Michel Alliot-Marie et Nicolas Sarkozy sous-estiment un peu le risque des attentats, et vous dites souvent dans votre livre que les responsables politiques ont longtemps considéré que le terrorisme était une sorte de parenthèse, une crise, et que finalement les attentats étaient derrière nous, pour reprendre l'expression. Mais tout le temps. En 86, ils m'ont dit, mais on ne va pas faire une loi spécifique parce qu'on en a fini avec le terrorisme. Ça, c'était leur phrase. On en a fini. Donc j'ai dit, fou non, quand on ça connaît ne fait que commencer. Et puis après, quand j'ai voulu dissoudre, ils ont dit, bah oui, on en a fini avec le terrorisme. Et ainsi de suite, quoi. Alors, c'est Bastien qui va commencer par vous questionner. Alors, donc on va passer une partie sur l'état de droit et l'état d'exception, et notamment sur la liberté individuelle. Donc dans la première question, c'est comment concilier la lutte contre le terrorisme et la préservation des libertés individuelles. Grande question. Alors, je me suis heurtée déjà à ce problème-là en 86, parce que dans la loi où je vous disais prévention, répression, il y avait déjà la création d'exceptions, puisque tous les dossiers de terrorisme étaient rapatriés à Paris avec une section antiterroriste donc centralisation de toute la procédure. Et puis, au début, la justice, la cour d'assises jugeait les terroristes comme une cour d'assises classique avec un jury populaire. Or, il y a eu quelques procès où les jurés ont été menacés. Donc, ils se faisaient porter pâle. Et donc, il n'y avait plus personne pour les juger. Et donc à ce moment-là, nouvelle loi du 31 décembre 86, où on crée la cour d'assises spécialement composée, que les journalistes appelaient la cour d'assises spéciale, en disant c'est dérogatoire à nos grands principes juridiques. Mais elle était simplement spécialement composée de magistrats professionnels, mais les règles du code pénal, code de procédure pénale, étaient restées les mêmes. Bon. Sauf qu'il y avait cette centralisation à Paris, à la cour d'assises de Paris. Donc là, évidemment, à chaque fois qu'il y avait par la suite un procès, les avocats des prévenus disaient « Ah ben voilà, les cours d'assises spéciales, les tribunaux d'exception sont revenus, atteinte aux libertés, etc. » Après, on a commencé à avoir le fichier centralisé des empreintes digitales. Les droits de l'homiste montent au créneau en disant « atteinte aux libertés ». Bon. Or, dans certaines affaires de terrorisme, ça a permis quand même, entre autres les bonbonnes de gaz en 1995 étaient scotchées, ce qui permettait sur le scotch de recueillir des empreintes digitales, et ça a permis de confondre certains terroristes. Après, tout au long de mon combat, c'était comme ça, atteinte aux libertés. Et puis, 2015 arrive et on se rend compte que, effectivement, pour moi, la seule réponse qu'un État de droit peut avoir face au terrorisme et les seules armes d'une démocratie, c'est le droit, rien que le droit et tout le droit. Mais là, le président Hollande est obligé de créer un état d'urgence.
qu'à ce moment-là, personne n'a contesté. Hein. C'était évident. Mais avec toujours ce petit son de cloche sur les libertés individuelles, etc., d'une minorité, hein, quand même. Bon. Puis après, les dispositions ont été transférées dans le code et ont été intégrées dans notre état de droit. Et j'avoue que depuis 2015, on vit dans un état d'exception. On a eu le terrorisme qui restreint un peu les libertés individuelles, certes, mais pour permettre de sauver des vies. Et puis après, on est rentré dans un état d'exception avec la Covid. Donc on passe notre temps aujourd'hui à être dans un état d'exception. Donc il faut réfléchir, c'est certain. Mais que faire? Le débat est ouvert dans les milieux académiques, les milieux universitaires, et je n'ai pas la réponse. Jusqu'où ça va s'arrêter? Jusqu'où vraiment nos libertés vont être restreintes? Là, on le voit avec la vaccination, c'est une atteinte à nos libertés. Enfin, c'est tout le temps, il y a tout le temps, à la moindre mesure qui peut prévenir au plan de la santé, au plan du terrorisme, dans d'autres domaines peut-être, on est obligé de faire appel à des dispositions dérogatoires du droit commun. Il ne faut pas aller trop loin parce que sinon c'est la victoire des terroristes, parce que c'est le but recherché. Et que l'état de droit se doit de conserver ses valeurs. Alors, peut-être que vous trouverez des solutions. C'est vrai que je n'ai pas de solution. Je me pose les mêmes questions, mais on a évité quand même énormément d'attentats. Énormément d'attentats ont été déjoués. On ne le sait pas. On connaît que les attentats qui ont été malheureusement commis. Regardez l'assassinat de Samuel Paty. C'est un drame national. Moi, je dis que l'éducation nationale a une énorme part de responsabilité. Elle ne s'interroge pas suffisamment, à mon sens, que ce soit au niveau de l'éducation des enfants, de discussions qu'il faut avoir dans les classes, du travail qu'il y a à faire dans certaines zones urbaines. Je crois que... Vous disiez que les outils ont permis de déjouer les attentats. Et justement, oui. Salomé a une question très précise à vous poser, oui. Sur où on place le curseur. En fait. Alors oui, justement, dans le cadre d'un état de droit, est-ce qu'on peut condamner ou non quelqu'un sur l'hypothèse de l'intention du passage à l'acte? Oui, c'est la grande question. L'association de malfaiteurs en vue de commettre... oui, puis le fait que pour éviter que des individus posent des bombes, on les interpelle en amont sur la base de leur... Dans le cadre de ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs ayant pour but des actes de terrorisme. Je vous rappelle juste notre définition en France de l'acte de terrorisme. C'est une liste d'infractions qui ont une connotation, c'est une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Voilà. Bon, c'est une définition qu'on a trouvée, on parlera de l'Europe tout à l'heure. Et donc... oui, pardon. Et donc... Cette infraction créée en France principalement, quand il y a crime, il n'y a pas de problème, c'est un acte de terrorisme. Mais quand en amont, on arrête des terroristes, la question s'était posée, vous allez m'aider au niveau des dates, quand il y a eu un grand raout de football. Alors, je ne vais pas pouvoir vous aider. Je suis que totalement étranger à la planète foot. Donc, bon, il y a eu... je ne sais plus, Coupe du Monde, un truc comme ça.
Et on parlait déjà d'actes de terrorisme à l'occasion de... Et le juge Bruguère, qui a été pendant 20 ans le juge unique qui instruisait les affaires de terrorisme, tant et si bien que je disais au ministre de la Justice, mais vous vous rendez compte, un juge, s'il lui arrive quelque chose, non mais franchement, demain il se fait renverser ou tuer dans un attentat ou une crise cardiaque, ça ne peut pas continuer comme ça. Bon. Là aussi, on ne donnait pas d'argent à la section antiterroriste, donc il y avait 2 procureurs, un juge d'instruction qui était assez répressif. Donc, avant cette Coupe du Monde, il provoque des arrestations dans les milieux islamiques. Mais il ratisse large, évidemment. Donc, il a été énormément critiqué. Conclusion, il n'y a pas eu d'attentat pendant cette Coupe du Monde. Je ne sais pas s'il y en aurait eu, personne ne peut le savoir. Après, les gens ont été très vite libérés. Et c'est vrai que si on n'arrête pas les gens en train de préparer l'action, on va attendre que le crime soit commis et on va attendre 130 morts. Alors, mais vous constatez que l'efficacité justifie qu'on revienne sur des principes qui étaient il y a quand même, fondateurs. Au niveau de l'association de malfaiteurs, il faut quand même avoir des gens qui gravitent autour de la préparation d'un acte de terrorisme, que ce soit au niveau des logements, des voitures, des armes, etc. Il faut quand même un faisceau d'infractions qui justifie qu'on arrête les gens préventivement, mais pas comme ça. Il y a quand même, c'est basé sur des éléments objectifs. Alors parfois, on ratisse un peu trop large. Il y a entre autres les familles, quand un terroriste, enfin un supposé terroriste est arrêté, incarcéré, tout de suite la famille est entraînée dans cette spirale. Parce que ils ne pouvaient pas ignorer, etc. Mais souvent, vous remarquerez qu'au bout de 2-3 jours, on les libère, les familles, sauf... voilà. Donc, ça permet de déjouer, de prévenir. Voilà. Il y a maintenant certains pays européens qui s'alignent un petit peu sur cette notion. Alors, toujours dans le cadre des réponses juridiques au terrorisme, Bastien, une autre question. Il faut que vous rapprochiez le micro du menton. Encore, oui. Oui, désolé d'être insistant comme ça, mais... Donc, le terrorisme étant un acte de guerre visant les civils et non les militaires, est-ce qu'on peut le juger comme un crime de guerre, et est-ce qu'il peut être jugé comme tel ? Alors, là, donc, la deuxième loi qui me tient à cœur, c'est la loi du 23 janvier 90. En même temps que je demandais au président Mitterrand de créer le fonds de garantie, je lui disais que, pour moi, la définition du terrorisme, c'était un acte qui visait la population civile en temps de paix. Et qu'à ce titre, j'avais potassé un bouquin imbuvable qui est le Code des pensions militaires d'invalidité. Vous avez vraiment du mérite. Hein. Comment ? Vous avez du mérite dans votre engagement associatif, là. Et dans ce code, j'avais trouvé que pendant la guerre d'Algérie, il y avait eu une loi... il y avait une loi qui permettait la prise en charge des victimes au titre des victimes civiles de guerre. Alors j'essayais, moi, parce que c'était pas facile de convaincre certains politiques, et je me suis dit, si on accordait ça aux victimes civiles de la guerre d'Algérie, puisqu'on est dans une nouvelle forme de guerre, donc que j'appelais comme ça, de guerre contre les civils en temps de paix, je voulais le même statut. Pourquoi je le voulais ? Parce qu'il apportait un volet social que le fonds de garantie ne pouvait pas apporter. Il y avait des aides sociales,
il y avait le fameux statut de pupille de la nation qui, lui, datait de 1917, c'est-à-dire qu'il y a une protection qui est donnée aux enfants qui étaient touchés dont les parents étaient touchés par des actes de guerre. Et donc je me battais pour que les enfants orphelins ou blessés dans les attentats aient ce statut. Et pendant 4 ans, le président Mitterrand m'a dit « Je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas des actes de guerre ». Puis un beau jour, le fameux journaliste El-Kabash, que je disais tout à l'heure pour les quelques-uns, je sais qu'il doit interviewer le président Mitterrand, et je lui dis « J'ai besoin de vous pour poser une petite question qui dérange ». Et j'ai dit, essayez de voir si dans votre interview, vous pouvez demander au président pourquoi il ne veut pas accorder aux victimes ces avantages. Et donc, j'oublie qu'il y a l'interview, je suis au cinéma, je sors du cinéma, j'ouvre ma radio, et là, j'entends la voix du président qui dit « Mais pourquoi on n'accorderait pas le droit, tous leurs droits aux victimes du terrorisme, comme me le demande Mme Rudetsky ?» Oh, je sais quoi, qu'est-ce que c'est? Je n'avais pas entendu la question d'El-Kabash. Bon, on est en novembre 89, la loi a été votée et publiée au JO le 23 janvier 90. Donc, reconnaissance du statut de victime civile de guerre qui entraîne des aides sociales, qui entraîne un carnet de soins gratuits, qui entraîne le statut de pupille de la nation. Et puis après, je réfléchissais après le 11 septembre, enfin, je réfléchissais avant, c'était là, puisque souvent les actes de terrorisme étaient des crimes transfrontaliers. On l'a vu dans certains attentats qui étaient préparés dans un pays, puis commis dans d'autres. Et je me disais, il faut une réponse, que le terrorisme ne connaît pas de frontières, il faut une réponse internationale. Donc je propose d'organiser un grand colloque. C'était en juillet 2001, avant le 11 septembre. Et Raymond Forny, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale, j'arrive à le rencontrer. Je dis, voilà, je veux organiser ce colloque sur victimes, terrorisme et responsabilité pénale internationale. J'aurais dû vous apporter le livre avec toutes les contributions, mais via Mazarine, je vous ferai passer le livre. Et donc, mon idée était que la Cour pénale internationale, dont vous avez déjà entendu parler, ou vous allez entendre parler, s'occupe des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Ils sont imprescriptibles. Et donc, cette Cour pénale internationale, je voulais qu'elle soit compétente pour le terrorisme. Mais pas que Badinter, après le 11 septembre, avait dit ce sont des crimes contre l'humanité. Moi, mon idée était que non, il fallait que ce soit une infraction spécifique en tant que terrorisme. Et donc, on a débattu, etc. Inutile de vous dire que j'avais préparé le colloque en juillet-août, qu'il était pour le 5 février et qu'entre-temps, il y a eu le 11 septembre. À l'Assemblée nationale, j'ai eu 600 étudiants qui sont venus débattre de ça avec tout ce que comptait comme personnalité juridique, historique, etc., du sujet. Et donc, grand débat. Après, moi, je me suis dit, après, ça va faire son chemin. J'ai été invitée à l'ONU pour en parler de mon idée. Et là, j'arrive. C'est impressionnant d'être à l'ONU. Je ne dis pas que ce n'est pas impressionnant d'être devant vous. De vous retrouver dans la grande salle de l'Assemblée générale de l'ONU
Vous vous dites, bon. Et là, j'expose mon truc et je me rends compte tout de suite que le conflit israélo-palestinien brouillait toutes les cartes. Qui était terroriste, qui était résistant, indémerdable, excusez-moi, hein, mais il n'y avait pas d'autre mot. Je me suis dit, bon, eh ben, mon projet, il est foutu. Alors, je vous passe le relais, je vous donnerai les 2 livres qu'on a, un à compte d'auteur dans l'association et un qui a été publié par Kalman Levy. Je vous l'offre, je vous en offre 2-3 exemplaires pour que vous les partagiez et prenez le relais. Alors justement, Salomé a une question à vous poser sur l'aspect international, mais plus ciblé. Alors oui, justement, pourquoi il serait nécessaire de créer une coopération européenne portant spécifiquement sur la question du terrorisme? Alors là encore, je vais repasser dans le passé. En 1996, il y a un appel des juges de grands juges européens, comme Van Ruynbeck, j'ai oublié les noms, Bruguère en France, Van Ruynbeck, etc., pour les crimes internationaux, enfin trans-européens. Il disait qu'il fallait que l'Europe avait aboli les frontières, que les terroristes passaient d'un pays à l'autre tranquillement, mais dès qu'on voulait les juger, il y avait les frontières judiciaires. Ce sont les seules qui existent, même encore aujourd'hui. Bon. Donc il y a cet appel des juges qui tombe en même temps, alors que je souhaitais faire, à l'époque, c'était avant le colloque à l'Assemblée nationale, j'ai organisé un colloque au Sénat. Bon, il faut ratisser large. Et au Sénat, sur le mandat d'arrêt européen, que je voulais voir créé. On parlait du sexe des anges, ça n'en finissait plus, vu que la qualification des crimes et des délits d'association de malfaiteurs était différente d'un pays à l'autre. Alors, comment faire une coopération judiciaire quand vous avez des infractions différentes dans chaque pays qui pouvaient avoir le qualificatif d'acte de terrorisme? C'était un imbroglio épouvantable. Donc, je me battais pour déjà un mandat d'arrêt européen avec une simplification des procédures. Le débat commence, enfin après le colloque, il y a des débats dans tous les sens, rien ne bouge. 2001 arrive, donc vous voyez, 5 ans après, et là, enfin, l'Europe, la Commission européenne, le Parlement se décide à créer le mandat d'arrêt européen. On avance doucement, hein. Et ce mandat existe. Alors, il simplifie beaucoup, mais comme je dis toujours, style café du commerce, hein, c'est que entre Naples et Paris, entre Lyon, Bordeaux ou Paris, on n'extrade pas. Hein, s'il y a un auteur présumé, on peut le juger à Bordeaux, à Nice, ailleurs, à Aix-en-Provence, pardon, ou si c'est du terrorisme, à Paris. Bon. Donc, il n'y a pas d'extradition. Pour moi, il n'y a plus de frontières. Pourquoi on ne fait pas, quand quelqu'un est arrêté en Italie ou en Belgique, pourquoi on ne le rapatrie pas tout de suite? Le mandat d'arrêt européen, la notion même d'extradition est stupide en Europe. Ce n'est pas de l'extradition, c'est le même pays, c'est le même espace européen qui a la même monnaie. Bon. Alors, donc, on est quand même resté sur des procédures simplifiées avec des pays qui coopèrent plus ou moins. L'Espagne, ça se passe à peu près bien. La Belgique, sur les attentats de 2015, ça a été une catastrophe. Oui, l'actualité a montré que les terroristes, les auteurs présumés, naviguent préparent leurs attentats. Et en 1995, quand il y a eu des attentats à Paris dans le métro, à Saint-Michel, 96 Port-Royal, les attentats ont été préparés déjà à Bruxelles. On appelait ça des appartements conspiratifs.
C'était là où ils fabriquaient les bombes, où ils se retrouvaient, où ils cachaient les armes. Et puis ils arrivaient en France. Et puis comme la Belgique, avec ses problèmes entre flamands et wallons, c'est toujours pas résolu, ils passent entre les mailles du filet parce que les deux communautés ne coopèrent pas. Alors, bon, je vous dis pas. Et donc, en 2015, la même chose. Le même mode opératoire. Et voilà. Mais ça, c'est l'échec de l'Europe complet. Pour moi, complet. Enfin, je veux dire que si on avait eu des renseignements qu'avait obtenus la Belgique, on n'aurait pas 130 morts en 2015. Voilà. Donc une juridiction européenne, un parquet européen. Alors, un parquet européen. Alors l'idée est que le parquet, d'abord, unifierait la qualification des infractions, pourrait interroger tous les États, aurait une autorité supranationale. Alors Macron l'a annoncé dans son discours de la Sorbonne sur l'Europe, quand j'ai entendu qu'il voulait créer un parquet européen, parce qu'il existe, mais pour les affaires financières, hein. Pour le terrorisme, non. Mais il l'a annoncé. Enfin, vous voyez dans quel état est l'Europe aujourd'hui. Là aussi, il faut vous attaquer à ce problème. Et il est tout seul à vouloir ça. C'est ça qui est terrible. Alors, je vous propose qu'on passe à la troisième partie. Il nous reste une demi-heure, donc c'est parfait. Merci. Oui, c'est parfait. Merci Bastien. Merci Salomé. Là, on va vraiment se concentrer plus sur les victimes et leur prise en charge. Et on est rejoint donc par Margot Judas et Noël Leproust. Lequel d'entre vous commence d'ailleurs? Margot, elle va faire de la politique. Noé, pardon. Ouais. Alors, première question, vous avez évoqué tout à l'heure l'ouverture des procès du 13 novembre. Il y a eu les auditions dont vous avez parlé qui ont eu lieu récemment aussi. Et justement, par rapport à ces auditions, à la barre ont été appelés d'autres témoins aussi. Donc ça peut être les voisins des bars attaqués, ça peut être des proches des victimes. Comment définir finalement ces victimes? Et quelqu'un ayant entendu les coups de feu, peut-il être considéré comme une victime du terrorisme? Vaste débat. Alors, il y a des choses plus ou moins simples. Au conseil d'administration du Fonds de garantie, nous avons toute latitude pour dire qui est victime, qui ne l'est pas. Pour 2015, pour Charlie, il n'y avait pas trop de débat. Charlie, Hypercacher et Montrouge. D'abord, on avait les morts, et puis les blessés graves, et puis un petit peu tout dans la rue, qui est la rue derrière chez moi. Hein. Bon. Ça a été assez simple. Arrive le 13 novembre, au Stade de France, oubliez, les victimes le rappellent, elles ont témoigné en premier. Hein. On oublie cet attentat parce qu'il y a eu un mort. Vous savez, c'est toujours proportionnel au nombre de morts. Moi, quand on me demande de quel attentat vous avez été victime, la première question, c'est il y a eu combien de morts? Bon, il y a les morts, certes, mais il y a les victimes grièvement blessées qui vont porter leurs blessures toute leur vie, hein, comme des victimes même blessées psychiquement qui ne vont jamais s'en remettre. Bon. Et donc, on a découvert pour certains hein, qu'au Stade de France, il y avait eu beaucoup de gens qui n'étaient pas à l'intérieur. À l'intérieur, on a eu des demandes. Franchement, ils n'entendaient rien. Il y avait le match. Là, on a fait en sorte que le match continue. Et ça a été comme ça, et on a évité la foule. Mais à l'extérieur, il y a un terroriste qui s'est fait sauter. Donc, il y a eu déjà un premier problème. Alors, le Fonds de garantie donc, a défini une zone de danger. À l'époque, le procureur de la République
nous donnait la liste des décédés, des blessés hospitalisés et de personnes dont ils savaient quand même que ils avaient pu être dans la cible. Mais c'était indicatif, hein, c'était pas obligatoire. Donc au conseil d'administration, on a des grands débats. Pour le Bataclan, c'était, je dirais, le plus simple. On a pris la billetterie, les 1499 billets vendus, et on a dit, elles sont toutes victimes. Qu'elles soient restées 5 minutes ou les 3 heures d'horreur, on a dit, on prend tout le monde. Après, il y a des échelles d'évaluation plus ou moins, qui sont à l'appréciation des experts. Restaient les terrasses. Les terrasses, c'était déjà plus compliqué. Enfin, il y avait les morts, il y avait devant les terrasses qui ont été arrosées. Et puis là, on a commencé à avoir des demandes de gens qui étaient aux fenêtres, des gens qui étaient la rue en face, la rue à côté. Bon, à un moment donné, il fallait que ces victimes-là aient déposé plainte, voilà, enfin... Alors, quand une victime n'est pas sur ces listes, elle peut, à titre individuel, présenter une demande au fonds de garantie, qui, lorsqu'il a eu certaines instructions du conseil d'administration, décide en fonction de ses règles si c'est oui, si c'est non. Si c'est non, il y avait des... Je vais passer parce que c'est très juridique. Mais l'état du droit aujourd'hui, c'est que quand une victime n'est pas contente des sommes proposées ou n'est pas éligible au fonds de garantie, le gouvernement a créé, par une loi de 2019 ou début 20, je ne sais plus, la JIVAT. La JIVAT, c'est la juridiction d'indemnisation des victimes du terrorisme. Ça a été créé, c'est des magistrats spécialisés dans le dommage corporel, dans les victimes, et qui remplacent le recours qui existait, que les victimes présentaient devant le TGI de Créteil, puisque le fonds de garantie est basé à Vincennes et relève de Créteil. Donc maintenant, unification dans toute la France, pareil, d'une juridiction compétente qui statue relativement vite pour la France, c'est-à-dire sous 1 an, et qui décide si le fonds a bien, à l'amiable, bien statué ou pas. Puis après, il y a encore 2 degrés de juridiction, donc la Cour d'appel, et puis pour les points de droit, la Cour de cassation. Alors, pour les terrasses, il y a des affaires qui sont en cours d'instruction. Et puis, est arrivé Nice. 14 juillet 2016. 14 juillet 2016. Catastrophe humaine, 86 morts, 30 000 personnes sur la promenade des Anglais. Donc, pour ceux qui connaissent Nice, sur cette promenade le long de la mer. Un camion fou, sur 2 kilomètres, fauche les gens. Alors ça, c'est le bord côté mer. Et puis, il y a le sens inverse, côté restaurant. Grand débat au conseil d'administration du fonds de garantie. Je peux vous en parler un peu parce que ça a transpiré dans la presse. Évidemment, moi, je disais, les 2 voies, on prend en charge le trajet sur 2 kilomètres de tous ceux qui étaient là. Puis éventuellement, peut-être quelques restaurateurs, gens en terrasse. Et puis, il y avait des gens qui avaient sauté côté mer sur la plage. Bon. Grand débat. À la majorité, on décide que non, il n'y a que la partie où se trouvait le camion, parce qu'au milieu, il y avait un rebord qui séparait bien les 2 voies, et il y avait des palmiers. Et que, donc, les victimes étaient protégées. Le camion ne pouvait pas aller de l'autre côté. Alors, pour avoir parlé avec des services du SAMU, tout ça, ça a été tellement l'horreur.
je ne veux pas rentrer dans ces horreurs, mais vous aviez des corps qui étaient projetés de l'autre côté, vous avez des corps qui ont été projetés côté mer. Quand ça s'est passé, les gens n'ont pas réfléchi qu'ils étaient protégés par le terre-plein. Enfin, ils étaient ensuite, quand ils ont réalisé qu'il y avait un camion fou, le camion pouvait être bourré d'explosifs et sauter. Enfin, honnêtement, c'était une distinction que je ne peux pas accepter. Bon. Donc là, il y a beaucoup de recours et les victimes doivent apporter des éléments de preuve pour pouvoir défendre leur dossier. Et, donc, ce n'est pas facile. On ne peut pas prendre les 30 000 personnes sur le lieu de l'attentat. Certains étaient même très éloignés, ont vaguement entendu quelque chose. Puis, il y en a même qui nous présentent des demandes parce qu'ils étaient devant leur télé et ils ont été traumatisés. Alors moi, quand les gens me téléphonaient, je disais « éteignez votre poste, quoi ». Enfin, bonsoir, restez pas toute la nuit devant votre poste. Enfin, dans ces cas-là, toute la France est traumatisée. Faut un petit peu d'essence gardée. En tout cas, ça veut dire qu'une personne qui n'est pas blessée peut être reconnue comme victime. Ça, c'est oui, la blessure. Blessée voilà. Psychiquement, oui. Et alors, la notion de partie civile, elle est un petit peu différente de la notion de victime juridique au sens du fonds que estime le fonds de garantie. Partie civile est plus large. Il faut que vous remontiez votre micro. Alors, désolé. La notion est plus large. Alors, il y a des victimes qui... Il y en a qui étaient inscrites sur les listes au procès, là. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans les témoignages, les victimes ont un peu confiance. Ils avaient peur au début de témoigner, mais le président qui mène sa barque de façon remarquable met en confiance les victimes, reste dans son rôle de juge, mais laisse parler. Ces 5 semaines sont dédiées aux victimes. Il coupe la parole et même le micro à Abdeslam s'il dérape, en disant « vous aurez tout le temps jusqu'au mois de mai pour parler ». Mais là, c'est le temps des victimes. Et là, le président est un peu victime de son succès, de la façon dont il parle aux victimes, il les met en confiance. Ce qui fait qu'on a eu là, il y a quelques jours, une 50aine de personnes, pas des victimes directes, un peu indirectes, qui veulent témoigner. Le président a dit OK. Donc elles vont témoigner. Mais le parquet a soulevé des moyens d'irrecevabilité. Et il va y avoir une décision. Le président attend, on avance dans les débats, et rendra avant la fin du procès la décision de la Cour pour savoir si certaines victimes peuvent être vraiment considérées comme partie civile, mais elles auront témoigné, ce qui est déjà, à mon avis, un bon point. Et également, par exemple, la ville de Paris ou les patrons des restaurants qui, à titre personnel, ont été victimes, mais qui se présentent comme ayant un préjudice moral pour leur établissement, alors que les assurances doivent payer le manque à gagner. Là, je pense qu'ils vont être... Enfin, il y a tout un débat sur la ville de Paris, parce que Madame Hidalgo, au procès Charlie, a pu témoigner, mais elle n'a fait que parler d'elle-même. Donc, ça a pas mal indisposé tout le monde. Donc là, les victimes sont pour qu'elles témoignent et que la ville de Paris soit reçue comme partie civile. Bon, on va voir, et on attend également une décision très importante vers le 20 novembre de la Cour de cassation qui va statuer. Je pense que le président va attendre la décision de la Cour de cassation avant de rendre son jugement sur la recevabilité. Par contre, pour répondre à la fin de votre question, toutes les victimes qui s'estiment victimes ont pu recevoir des soins. Toutes. Et gratuits. Étaient pris en charge par les cellules d'urgence médico-psychologique, par
les centres de soins. Et il n'y a jamais une victime à qui on ait dit on ne peut pas vous prendre. Alors, il y a des délais d'attente. Bon, on parlera de la situation de la psychiatrie en France. Ce n'est pas le lieu. Mais disons qu'au niveau des soins. Alors, il y a aussi un autre débat qui est le débat des aidants. Ceux qui sont venus aider. Alors, il y a des gens qui sont descendus de leur immeuble pour aller porter secours aux victimes après que les terroristes soient partis. Et certains ont fait des garrots, des pansements, ont tenu la main des victimes, ont accueilli dans leur appartement des gens pour leur servir une boisson chaude, etc. Ils demandent un statut aujourd'hui. Alors, ce n'est pas le fonds de garantie qui peut donner ce statut. Ils sont nombreux à demander ce statut? Pas mal, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Que ce soit autour du Bataclan, les cafés autour les immeubles autour des terrasses. Ils veulent une reconnaissance. Alors, je vais vous raconter une histoire de médaille. Et après, il faudra qu'on donne la parole à Margot. Ah oui. Alors, la médaille, le président Hollande était embêté parce qu'il avait le grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur avait dit, moi, si on me demande 130 Légion d'honneur à titre posthume, je dis non. Parce qu'on lui avait demandé pour Charlie, pour etc. Et je rencontre Hollande à ce moment-là. Et je lui dis, vous êtes bien embêté avec cette histoire de médaille? Il me dit, bah ouais, un peu, parce qu'il a dit que le grand chancelier avait annoncé qu'il démissionnerait. Je lui dis, bah écoutez, en Espagne, ils ont donné une médaille spécifique, non seulement à titre posthume, mais pour les proches, pour les aidants. Ils ont ratissé large et les gens obtiennent des médailles. Donc, il m'a écouté, il a créé cette médaille des victimes. Et au début, on m'a dit, ah, c'est un hochet de la République, nanana. Bon, j'ai dit, ok, des gens me demandent, moi je me bats pour. Et du coup, cette médaille a été créée et presque à 80%, les victimes, les aidants, les proches demandent à obtenir cette médaille. Et ils l'obtiennent. Bon, c'est une reconnaissance, mais c'est pas encore parfait. Voilà un peu... Alors, on a beaucoup parlé du fonds de garantie, on a parlé du statut de victime civile de guerre. Il y a une structure dont on n'a pas parlé, c'est le Centre national de ressources et de résilience. Margot, justement, a une question à vous poser. Oui, alors vous avez été chargé de le créer il y a quelques années, il a vu le jour en 2019. Et nous, ce qu'on se demandait, c'est selon vous, est-ce que ce Centre national de ressources et de résilience, il participe vraiment, il contribue à aider les victimes? Est-ce qu'il remplit bien son rôle? Alors, je vous parlais de cette rencontre avec le président Hollande pour la médaille. Il avait commencé par me parler du fonds de garantie. Bon, je lui ai donné quelques pistes. Et puis, après la médaille, il me dit, mais vous en avez beaucoup des idées comme ça? Je dis, vous savez, on va être là jusqu'à demain matin. Hein. Alors, il me dit, bon, qu'est-ce que vous avez en tête? Alors, j'ai dit, voilà, à l'étranger, à Oslo, après la fusillade d'Utøya, dans les pays anglo-saxons, en Israël, il y a des centres de la résilience où des professionnels réfléchissent sur différents types de thérapies qu'on peut proposer aux victimes. Je dis, j'aimerais bien qu'en France, on en crée un. Bon, regarde, il me dit, bah, allez-y, remettez-moi un rapport. Bon, sauf qu'il me fallait une lettre de mission. Bon, la France étant ce qu'elle est, il ne suffit pas que le président décide pour que le lendemain... Voilà. Ma lettre de mission, je l'ai eue en juin 2016. Et là, Madame Méadel, secrétaire d'État aux droits des victimes, me dit, bon, ben, Françoise, vous me remettez un rapport en septembre. Je dis, non, mais attendez, moi, je veux interviewer plein de gens. Je dis, on est en juin. Les gens ne pensent plus qu'aux vacances. Leurs agendas terminés. En septembre, ils vont commencer à rebosser. Non, je lui dis non. Elle me dit, ben, au plus tôt. Je dis, avant la fin de l'année. Ce qui était quand même un challenge pas facile à tenir. Et donc, je commence à prendre des rendez-vous. J'ai interviewé 90 personnes.
dans le monde de la psychiatrie, hospitalier, privé, les associations de victimes, les professeurs, les infirmières, enfin, tout ce qui est soignant et décideur. Évidemment, quand on dit en France Centre de la résilience, beaucoup de gens pensent à Boris Cyrulnik, donc qui a fut un peu mon mentor dans cette aventure. Et je remets mon rapport au président. Et bon, pour des tas de raisons, il l'a eu en version électronique en décembre, comme promis, mais il a été remis officiellement avec cérémonie et tout en janvier-février. On est rentré en campagne électorale. Et tout était bloqué. On se demandait s'il allait se représenter ou pas. Enfin, bon, les débats étaient différents. Macron arrive, le président Macron, et je me dis, mais comment je peux faire pour lui vendre ma salade? Alors, quelqu'un, un journaliste, me dit, Françoise, il y a un match de foot, là, au Stade de France. Et il faut que tu viennes. C'est France-Angleterre. Il y a la première ministre, Madame May, qui va être là. Si tu veux voir Macron, c'est une chance unique. Je dis, non, mais vous êtes fous, là. Je ne vais pas aller, moi, au Stade de France. Je ne comprends même pas les règles du football. En plus, Dieu sait si moi je suis retournée dans les restaurants, les machins, la foule, ça ne me dérangeait pas, mais le Stade de France, les mouvements de foule, pas que d'attentats, en chaise roulante, c'était pas trop mon truc. Bon, il me dit, écoute, tu viens pour la mi-temps, et puis il va faire une cérémonie, parce qu'il y a une plaque pour Monsieur Diaz qui est mort, et il va saluer la famille, et tu vas pouvoir lui parler. J'arrive à la mi-temps et j'arrive à parler 5 minutes avec Macron. Et je lui dis, voilà, j'ai remis un rapport. Je parle très très vite à ce moment-là. Et il appelle son chef de cabinet, il dit, voilà, recevez, faites en sorte que madame soit reçue par mes conseillers. Une semaine après, avant les législatives, j'allais vendre mon projet à Macron. Et puis, ça, vous savez, c'est encore la France, il faut que ça mûrisse. Puis, il fallait créer la structure juridique, donc c'est un GIP. Après, il fallait... un groupement d'intérêt public. Oui, un groupement d'intérêt public. Après, il faut faire des appels d'offres, etc. Donc, enfin, il y a beaucoup de gens, je crois que Bordeaux a participé à l'appel d'offres. Hein. Bon, 2019, le centre est créé. Et il est basé à Lille, avec une antenne à l'Hôtel-Dieu à Paris. C'est au CHU, en fait, hein, c'est ça? Oui. Et ce n'est pas un centre de soins. Il y a eu la création des centres de psychotrauma, aussi adossés à des CHU, qui sont des centres de soins dans chaque région. Il y en a à Bordeaux. Et très bizarrement, aujourd'hui et demain, il y a le 2e congrès de centre de la prise en charge du psychotrauma et ils vont parler des centres créés en même temps que le centre national donc, qui est à Lille de la prise en charge du psychotrauma. Alors là, c'est sur les violences, c'est pas sur le terrorisme. D'accord. C'est les violences, je crois, sexuelles ou faites aux femmes. Le Centre national de résilience ressources, c'est la recherche. Voilà, c'est formation. Donc on en revient à une des premières questions. La formation. Non, c'était pas une question, c'était notre débat sur la formation de la population face au terrorisme, où Israël, qui est en guerre permanente. On en parlait tous les deux. Voilà, qu'est-ce qu'on donne comme information? Ce qui a été fait dans les écoles est inadmissible, mal fait. Enfin, bon, on ne peut pas en parler, mais 2500 enfants impactés à Nice, hein, c'est pas rien. Là, ça se passe le 14 juillet, la rentrée de septembre.
on fait comme s'il n'y avait rien eu. Il y avait encore les fleurs sur la promenade. Ben non, il ne s'est rien passé à Nice. Tous les enfants avaient des copains qui avaient perdu leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, eux-mêmes étaient impactés. Pas un mot de l'éducation nationale. Il n'y a pas eu un temps de discussion dans les écoles alors? Rien. Il ne faut pas en parler, c'est anxiogène. Après l'assassinat de Samuel Paty, en revanche, partout, c'était il y a un an, là il y a eu un vrai... Il y a eu. Mais là, pour les enfants, il n'y a pas eu. J'en ai parlé à Blanquer qui me dit... Je vous fais appeler, on en discute. J'attends depuis 2 ans son coup de fil. Bon, enfin bref. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Recherche plutôt, centre... Alors, un centre de formation, un centre d'information, de formation de tous les soignants, de tout, et entre autres sur ces nouvelles thérapies, qui peut être la sophrologie, les piqûres, l'acupuncture, merci. L'acupuncture, le MDR déjà est accepté, mais d'autres thérapies, l'équidothérapie avec les chevaux, les animaux, la plongée, enfin tout ce que vous voulez. J'ai dit, il faut faire une cartographie dans mon rapport de tout ce qu'il y a en France, il y a plein de choses innovantes, et puis ensuite les évaluer, donner un label, et puis dans ces cas-là, comme la Sécu ne rembourse pas, le fonds de garantie, qui a une fonction non seulement d'indemnisation complète des victimes, mais également au niveau des soins. C'est une super mutuelle. Quand des soins sont payés par personne, quand la Sécu rembourse qu'une partie, le fonds intervient comme une super mutuelle et complète. Donc, je dis, si c'est labellisé et non pas des trucs farfelus, on pourrait faire rembourser ces soins novateurs par le fonds de garantie. Parce que les témoignages, depuis presque plus de 15 jours, 3 semaines, là, montrent que, à mon sens, les victimes qui témoignent n'ont pas reçu les soins adaptés à leur cas. Alors, je ne dis pas que les soins sont mauvais, je dis que ce n'est pas adapté aux personnes qui ont témoigné. Je ne vais pas plus loin, mais de les voir dans l'état où ils sont, de gens qui ne sortent plus de chez eux, plus capables de travailler, chez des jeunes, vraiment, ça me fend le cœur. Je me dis que là, on est à rater tout. Moi, j'avais fait 2 études épidémiologiques en 87 et 97, où on montrait que les victimes avaient des névroses de guerre type stress post-traumatique, et ça avait abouti à un préjudice supplémentaire au fonds de garantie, ça avait abouti à de l'argent. Ça avait ensuite abouti à la création des CUMP. Mais au niveau de l'amélioration des soins, on est resté toujours au même niveau. Alors, aujourd'hui, il y a une évolution, il y a des soins à travers ces centres régionaux qui s'améliorent, mais on est passé quand même à côté de certaines choses. Donc, moi, ce centre de la résilience, qui, ses premiers travaux ont été consacrés à la Covid, je veux bien. S'il manque de moyens pour aller s'occuper également des victimes du terrorisme, qu'ils le disent. À côté de son objet. Mais moi, je suis au conseil d'orientation scientifique. On s'est débarrassé de moi en se disant quand même il faut qu'on lui donne un truc. Alors, on a une réunion 1 fois par an. Alors je commence à en avoir un peu ras-le-bol en disant il ne faut pas se foutre de moi, quoi. Alors, il est 19h05, on a encore beaucoup de questions à vous poser, mais peut-être qu'on va donner la parole au public. Et si jamais il n'y a pas de questions du public, on prendra le relais, parce qu'on avait prévu encore quelques questions. J'ai bien répondu, ça va ? Parfait. N'hésitez pas, en revanche, c'est le moment ou jamais. Allez-y. Si vous avez des questions pour Françoise Rudetsky. Sinon, je vous parlerai d'un dernier sujet. Mais bon. Non, ils n'osent pas. Si, madame. Ah, pardon. Quelle place prend la transmission de votre engagement associatif dans votre vie ? À l'âge que j'ai aujourd'hui, beaucoup de place.
Alors, j'ai fait des tentatives qui ont échoué, malheureusement. Je pense, bon, on peut se remettre toujours en question, mais enfin, comme on est plusieurs à avoir fait les mêmes erreurs, je pense que ça venait pas de nous, mais de certaines personnes. Là, j'ai ma suppléante au fonds de garantie que depuis quelques mois s'est bien mise au boulot. Donc, je pense qu'elle va pouvoir prendre le relais. Et puis, la transmission, c'est venir vous parler, c'est venir, j'allais à Lyon sur la formation des experts, des médecins. J'allais à Saint-Cyr au Mont-d'Or, là où on forme les commissaires de police. J'allais dans des tas de facs, je le fais moins. Aujourd'hui, je suis quand même fatiguée. J'ai été samedi dernier à l'ENM Paris dans le cycle de formation pour parler aux experts médicaux, beaucoup mis en cause par les témoignages. Quand les victimes parlent du fonds de garantie, c'est surtout les experts. Et les experts aujourd'hui sont des experts judiciaires et donc il faut les former. Et j'avoue que l'accueil que j'ai reçu était un peu mouvementé. Quand j'ai remis en cause un peu leurs compétences, c'est un peu hard. Voilà, donc voilà. Puis il y a les livres, peut-être un troisième livre qui servira aussi de transmission. Voilà. Y a-t-il une autre question? Oui, monsieur. Plus fort. Vous savez, j'ai sauté sur une bombe. Peut-être avec le micro, ce sera mieux. Que les attentats n'avaient rien de personnel, oui, et que c'était dirigé contre la France. Je voulais savoir si vous aviez oui, une réaction par rapport à cette déclaration. Oui, puis qu'il disait adressez-vous au président Hollande. Oui. Bon, j'ai connu ça chez tous les terroristes d'action directe pour des attentats qu'ils ont commis dans les années 80. Où il disait, nous, on s'attaque à la grande bourgeoisie, à la finance. On ne visait pas les gens, mais les gens restaient sur le carreau, mouraient ou étaient blessés grièvement. Après, on a eu Carlos qui disait, quand on lui demandait son métier, il disait « Moi, je suis terroriste professionnel. » Voilà. Et puis, il disait déjà « Et les enfants en Irak, et ceci et cela. Alors, vous êtes des dommages collatéraux. » Bon, c'est toujours la même logorée. Voilà. Donc, Abdeslam a dû se nourrir de tout ça. Bon, ils savent très bien quand ils visent une salle de spectacle, des terrasses, c'est plus ciblé, je dirais, que Charlie ou un établissement juif ou la police ou des militaires comme Mera. Enfin, Mera, il y a eu une école quand même, bon, mais une école juive, alors on a oublié ça. Mais il a visé la jeunesse à Paris, la joie de vivre. Et dans les témoignages, il y a un mot qui revient plusieurs fois, c'est « avant, je vivais une vie légère ». La légèreté de la vie, ça ressort de beaucoup de témoignages. C'est vrai, c'était une jeunesse qui était plutôt aisée, ceux qui allaient au concert, au Bataclan, dans les terrasses du 11e. C'est certain, c'est un peu des bobos parisiens. Le quartier est un peu un quartier à la mode, etc. Mais bon, c'était la joie de vivre, c'était des cafés où les jeunes se retrouvaient. Il y avait beaucoup d'animation, beaucoup de chaleur, d'amitié, de rencontres. Et donc, non, ils ont visé, ils visaient la France. C'est pour ça que ce fonds d'indemnisation doit être indemnisé
de façon juste les victimes, parce que c'est n'importe qui à n'importe quel moment, parce qu'il se trouvait là par hasard. Mais le statut de victime civile de guerre, la mémoire, et on va parler juste après la réponse du musée mémorial. Donc c'est voilà. Alors c'est sûr qu'Hollande va venir déposer à la barre. Il y aura Cazeneuve. Il y a quand même des victimes qui s'interrogent si on aurait pu éviter ces attentats. Que répondront-ils? J'en sais rien. La police, là-bas, qui a pu rentrer, a sauvé pas mal de vies. Mais après, la BRI et les autres, le RAID, tout ça, ça a un peu tardé, parce qu'il y a des règles précises. Il faut sécuriser les lieux, entre autres quand c'est des lieux fermés comme le Bataclan, avant que la police puisse rentrer. Donc tout ça est très complexe. Et beaucoup de victimes ne comprennent pas. Hein. Mais elles se sentent effectivement, enfin, elles sentent bien que ce n'était pas dirigé contre elles, qu'elles étaient là par hasard. Et ça fait partie du syndrome de stress post-traumatique, d'ailleurs. Si elles avaient été visées directement, elles sauraient peut-être pourquoi, pour un acte de vengeance. Bon, mais là, se raccrocher à quoi? Et c'est en ça que je pense que les soins ne sont pas adaptés. Il faut essayer de faire un travail pédagogique. Alors ce travail pédagogique, Macron a demandé à un grand historien qui s'appelle Henri Rousseau, qui a beaucoup travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, de mener une étude sur la préfiguration d'un musée mémorial. Donc il y a eu la remise d'un pré-rapport et après Macron a dit OK, il l'a validé et maintenant on est dans la phase enfin, je participe également à ce musée mémorial consacré aux attentats. Oui. Ah, d'accord. Alors c'est un musée mémorial du terrorisme qui ce sera un lieu de pédagogie. Un lieu qui sera visité par toutes les écoles de France, des lieux où il y aura des colloques, des réflexions d'universitaires, sociologues, etc., multidisciplinaires. Et le lieu a été trouvé. Il est près du Mont Valérien. Le Mont Valérien, pour vous, c'est une colline à l'ouest de Paris où sont enterrés les compagnons de la Libération, dont le dernier vient de mourir il y a 3 jours, à 101 ans, que j'ai côtoyé, parce que j'ai été hospitalisée aux Invalides, et les Invalides ont un centre médicalisé pour les anciens combattants et autres. Et à côté de ce Mont Valérien, donc, qui est assez symbolique de la Seconde Guerre mondiale, à 300 mètres, il y avait un lieu avec des bâtiments classés, qui a appartenu à l'Éducation nationale, mais un peu désert aujourd'hui, dans un très beau parc paysager, etc. Et ce musée mémorial va être construit pour 2027, là. Alors, on est en train d'étudier ce qu'on va mettre dans ce musée. Alors, il y a le musée, pour ceux qui sont allés à New York du 11 septembre, mais où il y a à Oslo, il y a différents musées dans le monde entier. Mais à chaque fois, c'est consacré à un acte. Nous, ce qu'on veut, enfin l'idée de Rousseau, de son équipe, c'est de dire non, il est consacré à tous les attentats, à toutes les victimes en France, quelle que soit la nationalité, parce que ça, je ne vous en ai pas parlé au fonds de garantie. On prend toute victime sur le territoire français, même les gens en situation irrégulière. Hein, on n'a pas à faire le travail de la police. Et tous les Français victimes à l'étranger. Donc là, ce sera pareil. Et donc, c'est un lieu de réflexion, de mémoire. Et il va falloir savoir ce qu'on met dedans. Il y aura une sorte de bibliothèque numérique, il y aura ce que les victimes, les associations, les universitaires veulent bien en faire. Tout le monde va y apporter un petit peu sa science
Et en 2027... Ouverture en 2027. Ce sera la fin du deuxième quinquennat, éventuellement de Macron, ou d'un nouveau quinquennat, on ne peut pas savoir. Je pense que le projet est suffisamment avancé pour qu'un autre président ne défasse pas ce qui a été prévu, quoi. Voilà, et donc ça aussi, ça va permettre une certaine reconstruction. Il y a une phrase, moi, la plupart des juristes ou des magistrats contestent ou contestaient mon point de vue. Je disais que le procès a une valeur thérapeutique, simplement une valeur. Il ne faut pas perdre de vue que le procès, c'est celui des auteurs. Les auteurs sont au centre du procès. Alors certes, là, on a 5 semaines de témoignages, mais pour les autres procès dans le passé où elles venaient aussi témoigner, quand on fait le ratio entre le nombre de victimes et le nombre de semaines consacrées au procès, il n'y a pas plus de place dans ce procès-là accordé aux victimes que dans les attentats du passé. Et donc, elles sont à leur place, rien qu'à leur place. Mais il y a cette phase où elles peuvent exprimer, beaucoup ne s'étaient jamais exprimées dans la presse, et d'ailleurs elles mettent en cause beaucoup la presse, ce sera un autre débat. C'est récurrent. Oui, mais quand même, ils ont été harcelés, hein, en sortant du Bataclan, les flashs, les trucs, les machins, elles en gardent un très mauvais souvenir. Et donc, mais à chaque fois qu'elles terminent, ces victimes, leur témoignage, elles tombent en pleurs. Mais vraiment, elles retiennent leurs larmes presque jusqu'au bout. Et puis certains disent, au bout de 6 ans, je n'arrive plus à pleurer. Puis d'un seul coup, à la fin du témoignage, les larmes coulent. Et la plupart disent, ça m'a fait du bien. Alors, moi, que les magistrats, les avocats disent, non, ça n'a pas de valeur thérapeutique, moi, je dis que ça fait au moins partie de la reconstruction, le procès. Voilà, je crois que... Parfait. Écoutez, il est 19h15. Alors, vous disiez tout à l'heure que souvent les victimes disent le monde d'avant était plus léger. Oui, voilà. Vous avez retrouvé une forme de légèreté dans votre rapport à la vie, malgré cette chose terrifiante qui... d'un optimisme effréné. J'ai une fille à qui j'ai donné une joie de vivre incommensurable. Et j'ai maintenant un petit-fils de 12 ans. Je suis sa seule grand-mère et il n'a plus de grand-père, plus de grand-mère à part moi. Et on a des grandes discussions. Et ce que je disais tout à l'heure, il a 12 ans, il est en 5e, il s'occupe du journal de son collège. Et il va m'interviewer sur mon âge. Et je trouve ça, voilà, la transmission aussi. Et donc, pour ma famille, et puis pour moi, oui, j'ai une joie de vivre. Oui, j'ai voulu retourner dans les lieux publics dès que j'ai pu sortir de l'hôpital. Mais ce parcours-là, je ne le donne pas en exemple. Chacun fait comme il peut. Il n'y a pas de leçon à donner. Voilà, et ce centre de la résilience, je le dédie un petit peu à mon mari, et voilà. Bon. Écoutez, il y a une toute dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous pensez justement que l'éducation nationale pourrait faire là-dedans? Vous parlez d'un musée, par exemple, donc sorties scolaires, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'autour de ces sujets, il pourrait y avoir, je ne sais pas, des discussions à l'école? Enfin, à quel genre de choses vous pensez quand vous parlez du rôle de l'éducation nationale? Oui, pour Samuel Paty, il y a eu là, il y a eu déjà après son assassinat, il y a eu des discussions. Et puis là, pour les 1 an de son assassinat, il y a eu dans les collèges... Demain, beaucoup demain. Ouais. Des temps d'hommage et de réflexion. Oui. Mais c'est vrai que dans certaines zones, c'est un peu difficile pour les enseignants qui ne sont pas toujours épaulés. Faut bien le reconnaître. Donc pour eux, dans certaines zones, c'est un peu difficile de parler de ça.
Et faut les protéger, faut être aussi à l'écoute des enseignants. Il y a eu un reportage là, je sais plus si c'est... On peut parler de terrorisme, un écolier de 6 ou 7 ans par exemple, en primaire ou... Écoutez, c'est très compliqué. Quand je disais il y a eu des trucs stupides, c'est après le 13 novembre, il y a eu... L'Éducation nationale avait fait des petites affichettes, ce qu'il faut faire en cas d'attentat, d'agression ou d'attentat. Je crois que le mot était utilisé avec des petites affichettes. Et entre autres, une des recommandations, c'était si un terroriste rentre dans la classe, vous le mettez sous les tables et vous vous cachez sous le corps de vos petits camarades. Sympathique, hein? Bien vu. Bon, l'éducation nationale, il faut qu'elle se remette en cause. Oui, il y a peut-être des moyens, mais je veux dire, quand il y a se produit un attentat et que dans les rues de Paris ou dans les rues de Nice, c'est bourré de fleurs, il ne faut pas prendre les enfants pour des idiots. Il faut bien leur dire ce qui s'est passé. Alors, il faut leur expliquer qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, qui essayent de tuer, qui sont méchants. Enfin, bon, c'est pas à moi de trouver les mots. Hein. L'éducation nationale a les moyens de réfléchir, mais ça va pas, quoi. Enfin, ça va pas en termes de messages à délivrer, ça va pas sur Nice, sur la prise en charge. Enfin, le docteur Florence Askenazi, qui dirige le service de pédopsychiatrie sur la promenade des Anglais, c'est l'hôpital de Lanval. Elle aurait besoin de discuter avec l'éducation nationale, d'aller intervenir dans les classes où les enfants ont été traumatisés. Après, il y a eu l'attentat dans la cathédrale aussi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il faut en parler. Alors, il est 19h23. Je crois qu'il faut qu'on arrête. C'est passionnant, mais on a déjà dépassé le délai qui nous était imparti, comme on dit. Merci beaucoup, Françoise Rudetsky. Et merci aux étudiants qui ont bien bossé. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, merci, parce que vos questions étaient pertinentes bien plus que la plupart des adultes, magistrats, experts et autres me posent comme questions. Donc, bravo, continuez comme ça. Merci à toute l'équipe de l'université. Merci à Mazarine qui a permis que je puisse venir vous rencontrer. Et voilà, je vous ai donné des pistes. L'Europe, la Cour pénale internationale. J'espère que vous vous souviendrez dans votre cursus de tout ce que j'ai pu vous susciter chez vous et que vous prendrez le relais. Merci. Merci beaucoup.